Jeunes passionnés, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des débuts de l'aéropostale à Toulouse et de l'immense projet de Pierre-Georges Latécoère. Une ligne aéropostale qui s'est développée tout au long de son existence avec des hauts comme des bas et qui, d'une simple traînée, emporta toute la fougue aérienne française. Une véritable aventure qui nous propulse tout droit en France dans les années 1919, date de la création de l'aéropostale. Mais avant tout ça, voyons qui est Monsieur Latécoère. Pierre-Georges Latécoère est né le 25 août 1883 en Haute-Pyrénées. C'est lui l'un des premiers entrepreneurs français à réaliser le pari fou, celui de s'orienter vers l'aviation. Une aviation qui connaissait à cette époque ses premiers balbutiements, et tout particulièrement dans le transport aérien de courrier. Le projet découle d'une réflexion de l'ingénieur à la fin du conflit de la Première Guerre mondiale. Pendant cette guerre, l'entrepreneur produisait du matériel militaire, des avions de reconnaissance Samson 2A2 dans une usine à Toulouse dès 1917. En 1918, avec ce retour à la paix et une économie plus propice aux affaires, M. Latécoère imagine et projette déjà de transformer son usine afin de réutiliser sa production en avions démilitarisés. Il la réalisa un an après sous le nom de la ligne aérienne Latécoère. La ligne aérienne Latécoère commence alors une nouvelle aventure humaine et technologique sans précédent avec des premiers vols mouvementés vers l'Espagne puis le Maroc. Pierre-Georges Latécoère, fort de ses premiers courriers, dut rapidement combler les premières difficultés financières, notamment grâce à des relations haut placées et à l'arrêt de ses activités antérieures, devenant ainsi entièrement avionneur sur le plan manufacturier, en vue d'approvisionner sa ligne. Les aviateurs, majoritairement d'anciens pilotes militaires, mécaniciens et autres membres de la ligne, affrontent divers dangers afin de faire briller ce savoir français. Dangers notamment technologiques et climatiques, du fait des risques propres de l'aviation et des lieux au climat hostile traversés. Des climats hostiles d'ordre culturel pour la plupart, jusqu'à plusieurs reprises des pilotes furent capturés avec leurs mécaniciens et leurs interprètes par des tribus morts libérés contre de lourdes rançons. De nombreux aventuriers de la ligne ont péri dans ces accidents ou aux mains d'individus hostiles. Mais la ligne aérienne Latécoère fut bientôt rattrapée par des difficultés en raison des aléas politiques en Amérique latine, alors accessible par traversée de l'Atlantique Sud sur d'anciens avions, mais aussi celle des mésaventures de ses pilotes facteurs qui coûta cher humainement et financièrement. Acculé, Pierre-Georges Latécoère vend en 1927 son entreprise à un dénommé Marcel Bouilloux-Lafont, qui la nomma Compagnie Générale Aéropostale, CGA ou plus simplement Aéropostale. Marcel Bouilloux-Lafont est un riche banquier français établi à Rio de Janeiro. Sous l'ère Bouilloux-Lafont, l'aventure de l'aéropostale se poursuit. Sur le plan matériel, il faut rapidement remplacer les Samson et Bergate vieillissants qui montrent leurs limites au profit de nouveaux modèles, notamment le LAT-26 et l'AT-28, choisis pour leur robustesse et autonomie remarquables. C'est aussi ici que le petit biplane Podzer 25, particulièrement adapté à la difficile traversée des Andes, rejoint les rangs. L'année 1930 fait entrer ces avions et surtout leurs pilotes dans la célébrité, puisque le 12 mai 1930 se déroula la traversée de l'Atlantique Sud par Jean Mermoz sur l'hydravion LAT-28-3, ainsi que l'extraordinaire survie d'Henri Guillaumet un mois plus tard, après 7 jours de survie dans les Andes, suite au crash de son Podzer 25 en plein hiver Odin. Mais les difficultés financières, économiques et politiques persistent. L'aéropostale est confrontée sur le continent sud-américain à la redoutable concurrence de compagnies commerciales germano-brésiliennes soutenues par les gouvernements locaux. Sindicato Condor, filiale de la Lufthansa, une entreprise privée aérienne allemande, est équipée des avions modernes Junkers et établit une liaison par Zeppelin de l'Allemagne au Venezuela, un coup très dur pour la société de courrier français. Bien évidemment, la crise des années 1930 vient porter un coup fatal à l'aéropostale. L'atmosphère hostile dans laquelle se trouve la compagnie en Amérique latine débouche sur le procès de l'aéropostale où des dirigeants industriels et politiques français furent accusés de lourdes charges de corruption et même d'atteinte aux intérêts de l'aviation française au profit de l'Allemagne. L'issue fut la disgrâce de Marcel Bouilloux-Lafont, tandis que l'aéropostale fut placée en liquidation judiciaire en 1931. Toutefois, la ligne connut une rapide renaissance avec son rachat par l'État en 1933
qui la fusionna au sein de la toute jeune Air France. En son sein, la ligne connut un renouveau dans son organisation et ses techniques par une restructuration du transport du courrier sur les liaisons les plus importantes et par de nouvelles technologies considérables, par l'arrivée de grands avions multimoteurs tels que le Dewotin D333, un appareil trimoteur au design aérodynamique novateur, et Cousinet 70 Arc-en-Ciel à la remarquable autonomie maximale de 6400 km. S'ajoutent également des grands hydravions transatlantiques comme le LAT 521 qui effectua en 1937 un record de vol en ligne droite au départ de Port Lyautey au Maroc à Marcelo au Brésil, soit 5780 km avec Henri Guillaumet aux commandes. Cet hydravion montre que Pierre-Georges n'eut jamais totalement abandonné sa ligne. Bien évidemment, comme avant, la ligne resta dangereuse, comme en témoigne la disparition de Jean Mermoz en 1936 à bord de l'hydravion l'AT300 Croix du Sud. Le renouveau organisationnel et technique fit de la ligne le troisième plus vaste réseau aérien commercial au monde, dont l'élan fut stoppé en 1938 à la veille de la Seconde Guerre mondiale par le contexte économique et surtout politique tortueux. La fin de cette aventure toulousaine marque à jamais le paysage français ainsi que son histoire et resta dans les annales comme l'une des premières aventures aéropostales à relier efficacement les continents entre eux. Aujourd'hui, Air France peut se targuer d'avoir acheté une telle entreprise qui, grâce à des entrepreneurs et investisseurs courageux et voulant faire grandir et prospérer la ligne aérienne, cette même ligne qui a réalisé des exploits encore inimaginables à l'époque. Voilà la fin, donc je vous laisse commenter, liker et partager à tous vos amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était TM, Bebex.